Bonjour à tous, je m'appelle Iñaki García de Cortázar, je travaille à l'INRA d'Avignon dans une petite unité qui s'appelle Agroclim et on est en charge en fait d'accompagner les unités de recherche de l'INRA en général en fait dans leurs études d'impact du changement climatique. Donc on est en appui de leurs activités de recherche. Et l'idée de cette présentation c'est de vous donner quelques bases, quelques notions générales sur l'impact du changement climatique, comment ça va affecter les plantes en général, c'est ce que l'on attend, comment ça va affecter finalement ce que l'on a observé déjà, parce que Christine nous a montré justement ce qui est important pour nous. Nous on dit qu'en fait on parle souvent de croire ou pas croire au changement climatique. Nous on ne croit pas, en fait nous on l'observe, et techniquement on l'observe par l'observation des plantes d'espèces, pas seulement la vigne, qui nous montre qu'au cours des dernières années, ça a changé. Et justement dans ces contextes-là, les plantes pérennes, on ne les ressème pas, on ne peut pas les changer chaque année, on ne peut pas ajuster leur itinéraire. Et donc elles sont des très bons indicateurs de comment le climat est en train de changer. Et à la fin, je vais vous montrer un peu des impacts que l'on attend, avec un focus dans la région de Bourgogne, et aussi quelles adaptations on a commencé à étudier ou imaginer dans le cadre d'un projet qui s'appelle la CAB, qui a été mené au cours des derniers 4 ans à l'INRA et que la semaine prochaine va présenter un peu les bilans de ces activités dans le cadre d'un colloque international sur le changement climatique et la viticulture. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette diapo, c'est juste la même chose qui vient de nous présenter Christine, mais à l'échelle française. Donc, 2 informations importantes. À gauche, c'est la température, à droite, c'est la pluviométrie. Bon, ce que l'on voit, c'est exactement la même chose. Depuis 1880, c'est quand on considère que l'on a un réseau suffisamment important des capteurs de température à l'échelle mondiale, on va prendre aussi en France, on peut faire vraiment une caractérisation de l'évolution de la température mesurée, pas seulement observée via d'autres informations. Et là, en fait, on voit qu'effectivement, les 25 dernières années, ils ont été parmi les plus chauds, même si on a eu des périodes au cours de l'histoire. Autour des années 40, on avait eu des périodes assez chaudes, mais les dernières 25 ans, ils sont vraiment les plus chauds qu'on a jamais enregistrés. 2015 étant notre top. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais c'est vraiment notre top 1 des années. Là, je vous mets la liste justement des années les plus chaudes que l'on a observées. Et finalement, tous les 15 dernières années, pratiquement, ils sont dans ces top 10 des années les plus chaudes. Par rapport à la pluviométrie, on a des structures un peu différentes, sachant qu'on a des gros problèmes pour avoir des séries assez longues pour que ça soit significatif. Mais l'on voit, mine de rien, une augmentation de la pluviométrie dans le nord à l'échelle annuelle, et une baisse plutôt dans les quarts sud-ouest et dans les quarts sud-est. Et par contre, une des choses qui est très importante, c'est comment ces pluies se distribuent. Donc finalement, on peut avoir des augmentations, mais peut-être d'un point de vue agricole, elles ne sont pas intéressantes pour nous. Donc pour l'instant, on a plutôt une augmentation annuelle et une diminution dans ces 2 secteurs. Alors, je vous montre ces graphiques parce que pour moi, c'est un travail qui est fait tous les mois par la NASA, de l'Université de Columbia. En fait, c'est un graphique qui représente, chaque colonne, ça représente une année, et ça commence en 1900, et chaque ligne, ça correspond à un mois. Donc en fait, c'est la même figure que je vous ai montrée à l'échelle de la planète tout à l'heure, sauf que vous avez la distribution de l'anomalie des températures. Leur zone de référence, c'est 1950-1980. Et en fait, on voit que depuis 1980, tout devient plus rouge. Bon, ça c'est important, c'est-à-dire on se réchauffe. L'autre point important, comme a dit Christine à la fin, c'est la variabilité intra-annuelle. On n'a pas les mêmes réchauffements chaque année, c'est-à-dire que si je prends 1998, on a eu très chaud au début de l'année, et après ça s'est calmé. Si l'on prend dans les 15 dernières années, on a eu des périodes très chaudes, dans lesquelles, mais par contre, au cours de l'année, peut-être on a eu des périodes plutôt fraîches, comme c'est le cas ici. Donc, d'un point de vue agricole, c'est très important, c'est-à-dire on n'a pas une tendance de réchauffement dans laquelle on a rajouté 2 degrés tous les mois, mais on peut avoir des années où on va augmenter la température, mais ça va être plus important en hiver, d'autres années ça va être au printemps, d'autres années ça va être en été. Ce qui est important aussi de vous faire remarquer, c'est que nos collègues américains, ils ont été obligés de changer leur échelle des températures au cours des derniers 5 mois. Et jusque-là, la couleur rose n'était pas intégrée dans leur échelle des couleurs. Et malheureusement, depuis le mois d'octobre dernier, ils ont été obligés. Le mois de février, ils ont dû rechanger l'échelle. On est passé avec une légende que maintenant il va jusqu'à 1,30 degré. Donc 2016 part mal pour, encore une fois, être la plus chaude jamais enregistrée. En ce moment, on est dans les records, donc chaque année, il est un peu jalouse de la précédente. Une fois que l'on... là, je vous explique, je vous montre un peu ce que l'on a observé. Alors, comment on travaille quand on veut travailler au niveau de l'impact du changement climatique? Les climatologues, en fait, ce qu'ils ont demandé, s'il vous plaît,
Dites-nous à peu près quelles peuvent être les tendances économiques ou socio-économiques que l'on va mettre en place dans les années à venir. Et en fonction de ça, on va imaginer des scénarios d'évolution d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause et l'origine de cette augmentation de la température. Et à partir de là, on va commencer à travailler avec nos modèles. Et donc, ces graphiques représentent ça. Là, vous savez, en fait, chaque courbe représente une politique mondiale différente d'émissions de gaz à effet de serre. La ligne bleue représente une émission dans laquelle on ne change rien, on continue comme on vit jusqu'à maintenant et on ne fait rien absolument pour atténuer l'émission de gaz à effet de serre. La courbe noire, ça représente une politique de dire dans les années 40-50, on s'est donné les moyens de pouvoir baisser l'émission. La courbe rouge, c'est pareil, c'est un autre type de politique. Et la courbe verte, c'est demain matin, on arrête toute émission de gaz à effet de serre. Il ne faut pas rigoler. Et alors, on a un petit problème avec ces races, c'est qu'en fait, quand ils partent dans l'atmosphère, ils n'arrivent pas là-haut et pof, ils disparaissent, c'est bon, ça s'est passé, quoi. Ils ont une durée de vie très longue, ce qui génère en fait qu'ils vont rester très longtemps. Et c'est un peu ce qu'on observe dans les dessins graphiques, c'est qu'en fait, vous voyez, là, on a une espèce de petite courbe de diminution d'émissions, et en fait, par contre, ce qui est la concentration, elle continue à monter. Et c'est le même cas pour les autres. C'est-à-dire que même si demain matin, on arrête d'émettre, on va avoir une tendance, on va avoir une évolution de ces concentrations qui va être constante pour les années à venir. Et nos collègues climatologues, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent ces informations, ils mettent ça dans les modèles, et en fait, les modèles, ils produisent une sortie, c'est la température, c'est la pluviométrie. Et concernant la température, vous pouvez voir, en fait, ce qui correspond à la courbe vers là, c'est-à-dire on aurait arrêté maintenant, c'est là, en fait, on va augmenter la température d'à peu près 1 degré, avec une incertitude selon les modèles, et la courbe rouge, que ça correspond à la courbe bleue, on va augmenter la température jusqu'à 4 degrés avec une incertitude qui peut y aller jusqu'à 5,8 degrés de température. Alors, la barre rouge, c'est la COP21. C'est un peu les objectifs que l'on s'est donnés dans la COP21. Donc, il va falloir travailler dans les différents scénarios qu'on a là pour essayer d'arriver à ne pas dépasser cette ligne pour ne pas se retrouver dans des scénarios qui se retrouvent là. Il y avait une animation qui m'avait échappé. Donc, comment on travaille au niveau de ces modèles? En fait, dans ces modèles, c'est que l'on va intégrer, et ça va être les informations sur les reliefs, sur les sols, sur l'atmosphère, sur la végétation et sur la circulation océanique. On va construire une boule du monde dans laquelle on va faire des petites cubes, on va représenter ces informations, on va faire des simulations, et ça va nous permettre de resimuler le climat global, et on va pouvoir travailler à partir de ces informations qui sont produites par ces modèles. Il faut comprendre en même temps que ces modèles, ils travaillent à des échelles En France, on a la chance, on a Météo France qui est un modèle qui travaille à une échelle de 40 par 40 km, mais on a aussi des échelles, dans certains modèles, de 200 par 200 km. Alors là, vous vous dites, ma parcelle, elle ne fait pas 200 par 200 km. Et c'est tout à fait vrai, et c'est là qu'il y a tout un travail pour ce qu'on appelle le downscaling, c'est-à-dire revenir à l'échelle de la parcelle pour pouvoir avoir une information assez fiable de qu'est-ce qui va se passer dans ma parcelle, ou dans ma zone, ou dans ma région, à partir de ces informations climatiques. Donc en France, on a la chance, on a 2 modèles climatiques, ce n'est pas le cas de tous les pays. On a un modèle qui est développé à Toulouse par Météo France, un modèle qui est développé par les CNRS à Paris. Et en fait, ça c'est issu du rapport qui a été présenté à la ministre en 2014, si je ne me trompe pas, c'est le rapport de Jean Jouzel, où on voit en fait qu'on a une tendance des 2 modèles, là, ils ont montré un peu quelle est la tendance, et donc on voit que la température au niveau des mois de l'hiver et de l'été, on va avoir une augmentation selon les scénarios, comme je vous ai montré tout à l'heure, et avec une certaine incertitude, mais vous voyez que l'on peut y aller jusqu'à l'augmentation de 6 degrés. Et au niveau de la pluviométrie, on va avoir des incertitudes assez marquées, notamment pour l'hiver. En fait, on voit qu'il y a une légère augmentation, mais par contre, pour les printemps-été, des questions à se poser par rapport à quelle tendance va avoir la pluie, parce que vous voyez que c'est très très large, la gamme d'incertitudes, elle est très très importante. Donc, comment ça va affecter les plantes? Alors, ça va affecter les plantes d'une façon un peu particulière. On a 2 facteurs, on va dire la température et le CO2. C'est les 2 choses que l'on sait qui vont changer pertinemment. La température, ça va avoir un effet direct sur le développement et la phénologie, donc les cycles du vivant, quand il va fleurir, quand il va débourrer. Christine nous avait montré, c'est des choses que l'on observe déjà. L'autre facteur, d'un point de vue agricole en plus qui nous intéresse, c'est la production. Donc la température, elle va affecter notre capacité de production. On va avoir 2 effets de la température par contre. On va avoir l'effet de la température des températures froides ou fraîches. Alors pour les plantes pérennes, c'est une stratégie de survie. Il faut comprendre, au fait, les plantes pérennes, elles sont développées une stratégie de se mettre en dormance
à l'automne pour échapper au gel. Et donc, elles vont se mettre en ralenti, elles ne vont pas fonctionner, de façon à ne pas se faire voir affectées par une baisse de température trop brutale. Malheureusement, si la température elle commence à augmenter, les plantes elles peuvent se dire je ne suis pas en train de dormir. Et finalement, elles peuvent être un peu trop réveillées quand il commence à faire un peu froid. Et dans ma région, moi je viens d'Avignon, donc c'est Côtes-du-Rhône, en 2012, on a eu un coup de gel qui n'était pas fou, c'était moins 7 degrés. Quand on regarde dans la littérature, pour tuer une vigne, il faut moins 20, moins 18, sauf qu'elle est tombée au mois de février. Le mois de décembre et janvier avait été très chaud. Finalement, la vigne s'était mise en fonctionnement et on avait eu de la mortalité dans nos parcelles à 80%, 60%, ça dépendait des sections, des secteurs. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, cet effet sous les températures froides. Le deuxième effet, c'est sous les températures chaudes. Alors là, c'est un petit schéma pour les étudiants qui sont dans la salle. Et en gros, en fait, on peut imaginer que pratiquement tous les êtres vivants, ils fonctionnent un peu de cette manière. On a 3 seuils de fonctionnement, un seuil minimum, un seuil critique et un optimum de fonctionnement. Et techniquement, ce qui est au niveau agricole, au niveau plante vivante ou animal, on se situe tout le temps dans la zone de confort, c'est-à-dire on n'aime pas trop être embêté. Si on augmente la température, cette zone de confort, dans certains cas, on va y aller vers un optimum. Donc c'est plutôt positif dans ces cas-là. Dans certaines zones où on était contraint parce qu'il ne faisait pas assez chaud, on va basculer sur une zone de confort. Donc c'est plutôt positif toujours. Mais on va avoir des zones qui étaient plutôt proches de l'optimum et on va dépasser cet optimum, on va être en supra-optimal. Et là, dans ces cas-là, on va rentrer dans une situation dans laquelle on peut avoir certains problèmes au niveau du comportement physiologique et des processus de la plante. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir, parce que ça va impacter les résultats que l'on va obtenir par la suite. L'autre facteur, c'est le CO2. Là, vous avez une manip, j'adore cette figure, cette photo, parce qu'en fait, ça représente bien l'impact du CO2. C'est sur du riz, fait par les collègues du CIRAD. Et là, vous avez des concentrations de ppm, donc 30 ppm, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 400. Là, on est là. Concrètement, aujourd'hui, on est en train de respirer 400 ppm tous les jours. Et là, on est à 800. Et donc, on voit qu'en fait, finalement, les CO2, pour les plantes, c'est pas si mal que ça. Ça a 2 facteurs bénéfiques. Ça augmente la capacité de production et en même temps, ça réduit la transpiration. Donc, ça a un effet d'amélioration de l'utilisation en eau. Donc, si on imagine, on pourrait se dire, les plantes, finalement, elles vont être boostées par cette augmentation de la concentration. Les soucis, et là, je fais juste un aparté, c'est que tout ça, en fait, nous, on l'observe d'un point de vue expérimental quand on travaille en chambre de culture, quand on fait des expérimentations, en conditions optimales. Et ça, c'est un problème. On a vu des collègues qui ont travaillé sur les prairies, par exemple. Quand on fait une baisse de la fertilisation azotée, donc on met les plantes en contrainte azotée, finalement, cet effet bénéfique n'apparaît pas. Quand on a une contrainte hydrique, cet effet il n'apparaît pas forcément. Et sur des arbres, sur une forêt en Suisse, ils ont fait ces mêmes travaux, et en fait, ils ont vu qu'après 3-4 ans, on dirait les arbres, ils se sont déjà habitués à ces concentrations, et il n'y a plus de gains de production. Donc, les CO2, c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop croire que peut-être il va être la solution à plein de problèmes au niveau de la production. Donc il faudra voir comment il va évoluer. Et là, par contre, il y a tout un domaine de la recherche qui reste à explorer. Donc 3 sujets sur les impacts déjà observés. Alors, j'ai dit c'est tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder énormément, parce que c'est la même chose, mais dans d'autres régions, là, on a ce type de données pour pratiquement toutes les régions de France, mais aussi à l'étranger. Ça, c'est l'évolution du Riesling Colmar, avec la rupture des 87-88 que l'on voit assez bien. Alors, pour 3 stades phénologiques, le développement, floraison et véraison. Là, c'est l'évolution de la date des vendanges en Châteauneuf-du-Pape et à Tabel. On a avancé des 30 jours en 50 ans. Alors, ça, c'est vrai. En fait, on voit ce type de tendance. Après, il faut comprendre aussi que dans d'autres vignobles, on ne voit pas du tout de tendance par rapport à la stratégie de la production du type de vin. Si l'on prend des vignobles où on va travailler avec des cépages tardifs qu'avant, ils arrivaient difficilement à maturité, maintenant, en fait, ils vont retarder la date des vendanges parce que les conditions climatiques, elles sont bonnes. Et finalement, ils peuvent vendanger à la même date qu'il y a 30 ans, mais les niveaux de maturité qui sont atteints, il est complètement différent. Donc, on ne voit pas forcément ces tendances selon les types de vignobles. On a aussi une évolution de la production, et après, ça dépend énormément de la région. À Bordeaux, par exemple, ils avaient observé qu'il y avait une augmentation du poids des grappes, des poids des baies, dans les dernières 35 années. Par contre, dans la vallée du Rhône, on voit qu'on a vu une augmentation, après on a une rupture, mais on n'arrive pas forcément bien à l'expliquer. Donc on n'a pas une tendance claire de ce type de caractère au niveau des dernières 40 ans, selon les vignobles, on ne peut pas se faire une idée. Par contre, là, on peut se faire une idée, c'est au niveau de la qualité.
La qualité, c'est vraiment quelque chose que l'on a vu évoluer pratiquement dans tous les vignobles. On a à peu près, en moyenne, un degré d'augmentation des teneurs en alcool. Tout à l'heure, il y a un des collègues qui va présenter des résultats pour la région. On a vu, par exemple, en Languedoc, Côte-du-Rhône, et Val-de-Loire et en Alsace, on a à peu près un degré tous les 10 ans, depuis 30 ans. On a augmenté la teneur en alcool. Et on a en même temps une baisse de l'acidité. On perd à peu près un demi-gramme par litre d'acidité tous les 10 ans aussi. Et là, vous savez des tendances, voilà, ça c'est les sucres des résines en Alsace. Et là, c'est la teneur en alcool et la teneur en acidité des deux cépages dans la vallée du Rhône. Donc, c'est des choses que l'on observe. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, comme je vais vous raconter maintenant. Là, c'est des choses que l'on voit. Donc, comment on fait maintenant, en fait? Dans le cadre d'un projet qui s'appelle la cave, on a essayé de mettre en place un travail plutôt transversal et couvrant tous les domaines qui nous intéressent au niveau de la viticulture. Pas que l'agronomie, pas que la génétique, pas que l'économie, sinon combiner les savoir-faire de tous ces professionnels. Et donc ça a réuni 23 laboratoires français qui étaient un peu répartis partout. Ici, il y avait notamment l'Université de Bourgogne avec Benjamin Bois qui participait dans ces travaux. Et on a essayé d'étudier un peu quel peut être l'impact du changement climatique sur la vigne, sur toutes ces questions, que ce soit depuis la génétique, la sélection variétale, jusqu'à la perception des consommateurs. Donc au niveau de la phénologie, ce qui nous attend, ou ce que l'on voit déjà pour un futur proche, on s'attend à peu près à 10 jours d'avance en moyenne pour les vignobles, entre 8 et 12 jours dans les vignobles septentrionaux plus que dans les vignobles méridionaux. Pour les futurs lointains, par contre, on peut en avoir des gros écarts. On s'attend à environ 14 jours d'avance pour les différents stades et jusqu'à 30 jours d'avance pour des vignobles comme les Bourguignons ou les Champenois. Pour la production, il n'y a pas de tendance claire parce qu'on a, on a très forte variabilité, on a beaucoup de sols, il y a un impact très fort de l'état hydrique des plantes. Donc là, il reste quand même pas mal de travail à faire pour bien comprendre. Et la nutrition minérale, probablement, il serait affectée parce que, voilà, on sait qu'on peut avoir des interactions entre les types de sols, l'eau et cet effet bénéfique du CO2 que je vous disais tout à l'heure. Ce que l'on sait sûr, c'est qu'on va avoir une modification de la typicité des vins, notamment après 2050. À l'horizon 2050, on va pouvoir éventuellement maîtriser des choses, mais après 2050, il va falloir commencer vraiment à évaluer ces questions. Sur les maladies, je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous montrer un travail qui est vraiment pionnier sur la question au niveau de l'impact du changement climatique sur les interactions maladies et plantes. Et les distributions des régions, ça c'est une des questions qu'on nous pose à chaque fois. Est-ce qu'on va faire du vin, je ne sais pas où? En fait, nous, on est très clair là-dessus. On ne va pas faire du vin, je ne sais pas où. Et en gros, chaque vignoble, il a son histoire, il a sa propre structure. Donc nous, ce que l'on sait, c'est que ces vignobles, par contre, en interne, à l'intérieur du vignoble, il va y avoir probablement des restructurations. Et que, par contre, dans le nord de l'Europe et dans la France, on ouvre l'opportunité à pouvoir faire de la viticulture dans des zones où c'était compliqué. Pas impossible. Si on regarde dans l'histoire, il y en a de la viticulture dans tous les départements français. Mais maintenant, on va pouvoir ouvrir ces possibilités. Avec une condition, que ça soit rentable. Parce qu'il faudra mettre la balance blé, maïs, tournesol par rapport à la vigne et avec quel produit on peut faire derrière. Donc ça, il faut que ce soit clair. On ne va pas faire de la vigne, en fait, on ne va pas faire de Bourgogne, je ne sais pas où, de Bordeaux, je ne sais pas où. On ne fait pas ça. On trouvera des nouveaux vignobles probablement, mais on restera dans les vignobles que l'on a. On fera un travail peut-être différent de celui qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est des travaux spécifiques à la Bourgogne. C'est vraiment en avant-première. On va présenter la semaine prochaine un travail que l'on a fait sur 19 vignobles français, sur 3 variétés, sur plein de scénarios climatiques actuels. Et donc, en fait, là, je vous montre à peu près des résultats que l'on a obtenus par rapport à la modélisation de la phénologie. Donc, concrètement, via les modèles, on avait peut-être un peu tardif par rapport à ce qui vient de me montrer Christine, on avait un débourrement qui était début mai, fin avril, avec des incertitudes autour, une floraison qui était plutôt mi-juin, fin juin, une véraison qui était très tardive quand même, et une vendange qui était plutôt au début octobre. Alors là, il faut savoir que c'est des résultats pour les chardonnays, et en combinant 7 points de grille qui correspondent à des points qui couvrent les vignobles de Bourgogne Sud, Bourgogne Nord et aussi Chablis. Donc il y a quand même un sacré écart des climats là-dedans.
Au fait, en 2030-2060, comme j'avais dit tout à l'heure, on va avancer de 10 jours, 12 jours. Et là, par contre, les scénarios climatiques, donc les scénarios socio-économiques dont je vous parlais tout à l'heure, n'impactent pas grand-chose. On voit qu'à peu près la tendance est la même. Par contre, à l'horizon 2070-2100, ce que l'on voit, c'est qu'on va voir, selon quels scénarios, donc on change tout demain, on change en 2040 ou on ne change rien, on peut y aller depuis 10 jours d'avance jusqu'à 30-35 jours d'avance des différents stades. Alors, ça va impacter les conditions climatiques au niveau des vignobles. Donc là, vous savez un peu des petits symboles qui représentent ce qui peut changer ou pas. Alors quand c'est dans différentes couleurs, ça représente les différents scénarios dans lesquels on voit des changements. Quand c'est en gris, c'est qu'on les voit dans tous. Et ce que l'on voit, c'est que déjà pour 2030 ou 2060, la période de floraison-véraison, alors au débourrement, floraison, on va avoir une baisse, ce qui apparaît dans les pires scénarios, on va avoir une baisse de la précipitation. On va avoir une augmentation à floraison-véraison des jours avec de très fortes températures. Donc c'est quelque chose qui est important à retenir. Et on va voir aussi, pour la véraison récolte, on va avoir une augmentation dans certains cas des stress hydriques à la parcelle, pour tous les types de sols, parce qu'on a testé 3 types de sols. Et on va avoir une augmentation à la période de maturation qui va y aller entre 3 et 100 degrés pour les températures de nuit, et entre 5 et 6 degrés pour les températures du jour. Donc finalement, ce n'est pas énorme, mais ça commence à faire déjà. Alors, par contre, quand on va à l'horizon 2070-2100, on reste avec une baisse de pluviométrie. On commence à avoir vraiment systématiquement des coups de chaleur indépendamment du scénario. Et pour la période de récolte, on va avoir les mêmes coups de chaleur. On va avoir systématiquement un problème dans les parcelles qui sont faibles réserves utiles. Donc là, il va falloir réfléchir à la sélection parcellaire. Et on va avoir par contre ici une variation très importante selon les scénarios. On peut augmenter entre 3 et 11 degrés la température de nuit. Et on peut augmenter entre 5 et 13 degrés la température des jours. Donc, ce qui va quand même affecter, mine de rien, que l'on ne le veuille ou pas, la qualité et la typicité du raisin, en fait, l'état énologique du raisin à la récolte. Je vous disais tout à l'heure, on a eu des travaux qui sont permis de voir quelles pouvaient être les tendances d'évolution du vignoble au niveau européen. Ce que l'on voit, c'est qu'on a 3 sections, en fait. On voit qu'on a dans les vignobles européens du Sud pas très bonne perspective. Pratiquement toutes les études se mettent d'accord pour dire qu'il va y avoir des problèmes. On a une zone tampon où chacun dit un peu différemment. Nous, en tout cas, à l'horizon 2050, on ne voit pas forcément des problèmes. Et on a surtout une ouverture vers le nord. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible, mais ce n'est pas pour autant que ça sera fait. Quelles adaptations au niveau de l'agriculture et au niveau du vignoble? On a 4 volets qui nous intéressent. Il y a les premiers, ça va être d'explorer les ressources génétiques, et ça c'est quelque chose que l'on fait déjà, que l'on travaille sur la sélection de nouvelles variétés et surtout sur la conception d'idiotypes. Comprendre aussi comment la maturité se passe, parce que quand on va avoir des augmentations de 6 degrés pendant la période de maturation, on a besoin de bien voir quelles sont les dynamiques de ces processus qui se passent au niveau de la baie pour pouvoir s'adapter. On va vouloir travailler aussi à l'échelle de la parcelle, quelles nouvelles techniques, est-ce qu'il faut changer la technicité, est-ce qu'il faut changer le travail du sol, est-ce qu'il faut changer le travail de conduite de la végétation, et aussi quelque chose qui est important et qui nous paraît fondamental, mais qu'on oublie souvent dans ces études, c'est quelle perception ont les consommateurs du produit fini. Alors, je vais vous donner juste quelques idées de celles que l'on a mis en place pendant ce temps-là, et pendant ces projets-là. Donc, on pense que vraiment un des facteurs fondamentaux, c'est de revoir l'adaptation des différentes parcelles des vignobles à l'intérieur, donc restructurer, revoir comment elles sont structurées. Donc, ça demande quand même de bien comprendre la position des différentes parcelles et quelles sont leurs caractéristiques. On sait que l'une des voies, c'est l'adaptation, le retard de la date de vendange pour échapper aux périodes très chaudes. Alors, on sait qu'on a des effets via les matériels végétaux, la gestion du travail à la parcelle, une meilleure gestion de la végétation, l'adaptation à la sécheresse. Ici, on voit qu'en fait, c'est vraiment, peut-être pas tout le temps, mais les parcelles avec très faible réserve utile, ça peut avoir un impact. Et des questions sur l'irrigation, bon, ça c'est au niveau national, donc on a des vignobles dans lesquels c'est une question qui se pose vraiment, et d'autres vignobles dans lesquels on ne voit pas forcément l'intérêt d'investir ou de se lancer sur cette dynamique, en tout cas avec les informations que l'on a aujourd'hui. On a des pratiques à la cave, et on sait qu'aujourd'hui, on a des levures qui ont été mises en place qui font un faible rendement en alcool. Il y a des vignobles dans lesquels les teneurs en alcool commencent à être un facteur limitant pour l'achat des vins, parce que les gens ne veulent pas des vins à 14,5, 15 degrés, donc c'est une stratégie. On a quand même les bons choix de la date de vendange, ça c'est quelque chose d'important. Et aussi, on a des pratiques à la cave
qui peuvent être importantes, l'extraction d'alcool, l'acidification des vins. C'est des choses qui sont déjà intégrées dans les réglementations et qui permettent de gérer autrement certains problèmes ou certaines caractéristiques des vins que l'on retrouve des raisins quand on arrive à la cave. Et deux derniers facteurs qui me paraissent importants, et c'est peut-être aujourd'hui le jour qu'on doit traiter ces questions, en fait, c'est comment on va accepter ces changements. Et on va avoir deux types d'interlocuteurs. On va avoir les producteurs. Comme vous, les producteurs viticoles, vous êtes prêts à accepter, à faire des changements au niveau de votre parcellaire, au niveau de votre patrie. Et là, je vous montre les résultats d'un travail qui a été fait au cours de ces projets. On montre qu'en fait, en fonction des changements des conditions du climat et des stratégies et des périodes, on voit qu'en Côte du Layon, dans la région de Soumroy, les vignerons ils sont prêts à faire des travaux sur la gestion de la vendange, la vinification, la gestion de la vigueur et la gestion du sol à court terme. À moyen terme, ils se poseraient des questions sur les porte-greffes, la place, les sites et l'orientation des rangs. Et vraiment, à long terme, s'ils n'avaient pas le choix, ils travaillaient sur les cépages et sur l'irrigation. Ça, c'est important pour nous dans la recherche. Ça nous donne une ligne directrice sur quel type de priorité on doit donner aussi vis-à-vis de nos travaux de recherche. Donc, c'est très important pour nous de bien comprendre quelle est la perception des producteurs. Et aussi les consommateurs. Quels vins ils seront prêts à accepter. À Bordeaux, les collègues de Bordeaux, ils ont fait un travail sur un vignoble. Ils ont regardé quelle était l'acceptation de certains types de vins qui étaient plutôt changement climatique. Ils ont vu qu'ils étaient bien acceptés par les consommateurs, mais que ça les fatiguait. Après un certain temps de dégustation, s'ils l'avaient goûté pendant une semaine, 2 semaines, finalement, ils préféraient les classiques, on va dire. Donc ça, c'est important aussi quand on va réfléchir à quel type de vin on veut faire demain. Donc pour conclure, là, en gros, une des choses qui nous apparaît importante aujourd'hui, c'est de travailler à plusieurs niveaux, mais surtout à l'échelle locale. On n'aura pas des stratégies d'adaptation qui viendront à l'échelle nationale, même à l'échelle d'un vignoble. Quand on a des vignobles qui sont si éparpillés, on va dire, très, très éloignés de certaines zones les unes des autres, ou avec des caractéristiques très particulières, il va falloir travailler à l'échelle locale. Et il va falloir travailler à l'échelle de chaque petite zone pour comprendre quelles sont les voies d'adaptation qui sont. On a besoin de travailler à tous les niveaux. Ça ne servira à rien de faire que de l'agronomie, que de la génétique ou que de la socio-économie. Il va falloir que tout le monde se mette autour de la table pour mettre en avant ses capacités et ses perspectives. On travaille avec des modèles et ça c'est important, mais j'irai peut-être au dernier point. C'est important de construire des réseaux de recherche. Là, ici, je vois qu'il y en a quand même un très bon réseau entre les BIBB, l'université, les chambres. Donc ces types de réseaux, ils sont importants parce que c'est dans la construction de ces types d'interactions que l'on arrive à mettre en place des solutions qui soient acceptées déjà et qui puissent être viables sur le long terme. Donc merci beaucoup de votre attention.